Ok, c'est parti. Bonjour Laurence. Bonjour Dolores. On se retrouve aujourd'hui pour le 79e cycle d'investigation de l'Académie Grifassi. Tu ne connais pas le sujet? Non. Bien, si tu es prête, on va pouvoir commencer. Tout à fait. Donc, je te demande de te mettre à l'aise et de fermer les yeux. Je vais compter à l'envers de 5 à 1 et tu te trouveras dans un état de parfaite hypnose et de bien-être. Et tout ce que je te demande, c'est de te détendre et de suivre ma voix. Prends une grande respiration et une profonde expiration. 5. Tu te détends et tu sens ton corps se relâcher. 4. Ton corps devient de plus en plus lourd. 3. À chaque mot que je vais prononcer, tu entres dans une phase d'hypnose de plus en plus profondément. 3. Tes pieds, tes jambes sont lourds. 2. T'amenant dans un état profond. 1. Bien. Laurence, comment tu te sens? Ça va. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas pouvoir te connecter au mot rêve. 1, 2 et 3. Je vais commencer le protocole par la première question. Qu'arrive-t-il généralement au système nerveux central pendant la phase de rêve? Le système nerveux central se met en état de veille pendant la phase de rêve. D'accord. Il réagit aux stimuli sensoriels de ce qui est vécu pendant cette phase, mais tout en étant complètement endormi au niveau du corps physique. D'accord. Deuxième question. Observe le corps matériel pendant la phase de rêve. Quelles conditions le caractérisent? Le corps matériel. Le corps matériel. Il est complètement en état d'endormissement pour laisser à la partie subtile, à la partie énergétique, la place et le moment de se détacher pour vivre cet état de veille profonde. D'accord.
Est-ce que tu vois encore d'autres? Que c'est la condition nécessaire pour que le subconscient puisse entrer en état, dans cet état état modifié de conscience, hein, cet état gamma, de sommeil profond, qui permet ensuite donc de passer en phase de rêve. D'accord. La question 3. Y a-t-il des activités particulières que tu vois liées à d'autres corps dimensionnels? Oui ou non? Oui. En fait, c'est la partie subtile, hein, la partie des énergies suprasensibles qui prend le relais, donc au niveau du corps, pour aller vivre ces états de rêve. D'accord. Comment tu te sens Ça va. à cet instant? C'est bien. Bon, on peut continuer. Donc, quels sont-ils? À quel corps appartiennent-ils? Et à quoi servent-ils? Je n'ai pas compris, excuse-moi. Tu peux Par rapport répéter? par rapport aux activités particulières, quels sont-ils? À quel corps appartiennent-ils et à quoi servent-ils? Les activités particulières? Oui, en fait, celles qui sont liées au corps dimensionnel. Je comprends pas le... Donc, en fait, alors, la question précédente, c'était au niveau des activités particulières que tu vois liées à d'autres corps dimensionnels. Donc, tu m'as dit oui, que la partie subtile, la partie suprasensible du corps, au niveau du corps. Donc, la question, quels sont justement au niveau du corps, à quoi ils appartiennent et à quoi servent-ils? La partie suprasensible? Oui, Ah, elle sert justement à pouvoir aller dans toutes les dimensions au moment du rêve, parce que la partie mentale, la partie émotionnelle continue de rester connectée à la partie suprasensible, hein, les différents corps énergétiques également. C'est ce que je disais également dans la première question, hein, oui, l'ensemble des sens physiques restent connectés à la partie suprasensible et sont même en état élargi de conscience puisque il y a cette capacité de pouvoir même par rapport à la vue, hein, de pouvoir voir, hein, quand on est en état de rêve, dans cet état gamma de sommeil profond, de pouvoir, si on le souhaite, euh, voir à 360 degrés. C'est un peu la même, c'est un peu enfin, c'est un peu la même fonction que les OBE, mais différemment. C'est une forme de sortie de corps, hein, malgré tout. d'accord. On va passer à la question suivante. Observe maintenant simultanément les corps éthériques, astral et physique pendant la phase de rêve. Tu veux que je Mm. répète la question? Non, non, c'est bon. Oui. C'est ça la question. Oui, observe Ok. maintenant Ces trois simultanément états. ces trois corps, les corps, en parlant des corps, Oui. En fait, pendant la phase de rêve. Oui, oui, exactement. oui. En fait, le corps physique donc est endormi. Le corps éthérique a la capacité de se retrouver dans des dimensions qui sont relativement proches de notre dimension, de notre troisième dimension plus ou moins. Et le corps astral, lui, a la possibilité de se retrouver projeté dans un rêve
dans vraiment des dimensions très très lointaines. Tout ça va dépendre de la charge énergétique accumulée par le corps physique et les différentes dimensions subtiles de l'être. D'accord. Veux-tu rajouter quelque chose? Que ça, c'est l'incidence de l'accumulation énergétique est vraiment très très importante. En dehors du fait que certaines personnes ont cette capacité innée depuis la naissance de pouvoir jouer avec ces différentes parties à leur gré voilà, sur la base de leur volonté propre, le commun des mortels classique voilà, n'est pas conscient de cette capacité, donc ça se passe de manière inconsciente. D'accord. Ok, on va continuer. On va passer à la question suivante, la 6e. Observe l'activité des chakras pendant la phase de rêve. En fait, donc les chakras qui sont intimement liés à la partie énergétique dans la manière de faire circuler ces énergies dans notre corps physique, mais également de la distribuer dans nos corps éthériques, dans nos corps, dans nos parties subtiles. Ben, ils sont eux en pleine activité au moment du sommeil, quoi. Hein, puisque les énergies subtiles dont les chakras font partie, hein, puisque ce sont ces centres d'énergie qui redistribuent l'énergie subtile aux différents organes, mais également aussi à nos dimensions éthériques, à nos différents corps subtils. Donc eux, il n'y a pas de phase de transition ou de sommeil ou voilà. Ça concerne le corps matériel, le corps physique. Les corps subtils, eux, ne sont pas liés à cette dimension d'endormissement, de différentes phases de sommeil. Hein. D'accord. On va passer à la question suivante. Quels chakras sont les plus intéressés par l'état de rêve et pourquoi? On serait tenté de dire le sixième et le septième, mais c'est pas fondé en fait tout ça. Donc, quand Évidemment tu parles du 6e, tu peux préciser. oui, le troisième œil et le chakra coronal, mais en Oui. fait, c'est pas spécifiquement lié. Les différents chakras peuvent, à un moment donné ou à un autre, avoir plus d'impact, enfin d'intérêt à être, à, 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 à être connecté à une phase de rêve en fonction du sujet du rêve, en fait, en fonction de l'endroit où on va se situer. De la dimension dans laquelle on peut se retrouver projeté pendant le rêve. D'accord. Donc, pour le moment, tu vois quelqu'un qui est en phase d'endormissement. Mm-hmm. D'accord. Donc là, tu viens de préciser que c'est le 6e chakra, donc le 3e œil, et le 7e. J'ai dit, on pourrait être tenté de penser que ces deux derniers chakras, enfin, le sixième et le septième chakra seraient plus aptes à être sollicités en phase de Là, rêve, mais en fait oui. pas du tout. En fait, c'est tous les chakras qui peuvent être sollicités en fonction du sujet du rêve, en fonction de ce qui est attendu pendant la situation de rêve, en fait, de ce qui est vécu. En tout cas, ce que tu es en train de visualiser, c'est le 6e et le 7e qui est activé. Non, pas spécifiquement. Pas spécifiquement. Non. D'accord. On va passer à la question suivante.
La capacité de rêve de l'être humain peut-elle se développer? Oui ou non? Oui. Alors, qu'est-ce que ce développement impliquerait? Le fait, le fait de s'élever en conscience, de comprendre les mécanismes de fonctionnement de son corps physique et de ses corps énergétiques doit permettre à l'humain, enfin, oui, à tout être humain de s'entraîner à, 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 à comprendre comment fonctionnent ses facultés d'endormissement, de rêve. On parle beaucoup de rêve lucide. C'est un petit peu ça, hein, cette capacité qui pourrait être entraînée, surentraînée, à la manière de, à la manière de toute autre discipline pour lesquelles on s'entraînerait de manière difficile pour être meilleur, de plus en plus apte à le générer automatiquement et à le vivre en conscience. D'accord. Le sujet que tu es en train de regarder, enfin si c'est un sujet, est-ce qu'il vit en conscience? Non. Est-ce que tu vois quelqu'un en particulier? Alors là, je me connecte à une personne qui dort, voilà, Mhm. qui va sa partie éthérique, voilà, se lève de son corps physique, va mener sa phase de rêve, et lorsqu'elle réintègre le corps physique, il y a absolument ou très rarement souvenir de cette faculté. Enfin, oui, de la faculté, d'accord, mais pas du rêve. C'est rare. Ça C'est rare. arrive, mais c'est rare. Ok, on va passer à la question suivante. Y a-t-il un lien entre la télépathie, la clairvoyance, la vision psychique et la phase du rêve? Oui ou non? Oui. Oui, parce que certaines personnes ont la faculté ou le don ou enfin, ouais, de pouvoir obtenir certaines informations durant cette phase de sommeil profond. En parlant de la De la, phase du rêve. oui, de la même manière que d'autres peuvent avoir, enfin, avoir ces facultés pendant la phase d'éveil de la journée ou à tout moment. Mais certains ont plus la faculté ou la capacité de se connecter dans ces moments qui sont plus propices à l'ouverture de conscience. D'accord. La question suivante. Observe l'activité du troisième œil qu'on appelle ajna pendant l'état de rêve. Laurence? Oui, D'accord. Tu as entendu la question? oui. En fait, je vois que le troisième œil, euh, est- voilà, je vois qu'il s'illumine, mais je vois pas qu'il a une fonction particulière. La fonction particulière, elle est au niveau physionomique par rapport à la glande pinéale, qui, elle, est la glande qui va synthétiser les hormones nécessaires aux différentes phases, notamment en différentes phases de sommeil, notamment à la, comment on appelle ça, à la sécrétion de la mélatonine, hein, et pas uniquement. D'accord. Enfin des différentes hormones qui vont permettre au corps physique de gérer correctement ces phases de sommeil. Mais je vois pas que le Troisième œil. sixième chakra, le troisième œil, Ajna, Mhm. ait une faculté supplémentaire en matière d'énergie subtile. Tous les chakras sont sollicités. L'énergie subtile, en fait, qui circule à l'intérieur du corps et à l'extérieur, au niveau des parties éthériques, euh,
c'est toute sa partie, c'est toute cette charge énergétique qui est sollicitée, qui peut être amenée à intervenir dans cette phase. Je D'accord. voulais dire la métabolisation de la mélatonine avant. Métabolisation de la mélatonine. D'accord. On va passer à la question suivante. Observe l'activité du chakra du front pendant un cauchemar. Je vois pas de lien. Je vois pas de lien. C'est le cauchemar, c'est principalement l'état gamma dans lequel se retrouve la personne lorsqu'elle fait un rêve. Si le rêve est un mauvais rêve, l'information va arriver au corps mental et c'est ça qui va faire en sorte que le corps physique s'en souvienne, parfois se réveille. Voilà, c'est pas l'activité, l'impact ou l'activité que je vois moi au niveau de, c'est pas du troisième œil, mais bon, on va l'appeler comme ça, mais c'est plutôt de la glande pinéale au niveau, éventuellement parfois de l'hormone qu'on appelle la DMT, cette fameuse diméthyltryptamine qui est sécrétée par la glande pinéale et qui peut impacter. Mais encore une fois, c'est lié à l'état vibratoire de la personne. Oui, encore une fois, le fait qu'un rêve puisse se transformer en cauchemar va être intimement lié à l'état vibratoire de la personne. D'accord. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non. On va passer donc à la question suivante. Pendant la phase de rêve, quelles activités sont caractéristiques de la partie subliminale et à quoi servent-elles? Donc la partie subliminale, elle vit totalement elle vit totalement le rêve puisque elle peut être amenée à se retrouver dans des dimensions diverses, à rencontrer des consciences diverses. Et elle a également cette capacité au niveau des corps subtils de protéger la partie, voilà, de faire un peu bouclier de protection, mais en règle générale, ce que je reviens à ce que je disais précédemment dans la question précédente, le, le, du moment que le niveau vibratoire, le champ fréquentiel est suffisamment élevé, et ça c'est également intimement lié à la à la, à la, à la, à la force de l'énergie accumulée par le corps physique, qui est redistribuée aux différentes parties subtiles. Il n'y a pas de risque, pas de risque par rapport à cette phase de rêve. Au contraire, c'est une phase qui est particulièrement propice au recueil d'informations, à la connexion au champ fréquentiel ou à différentes dimensions, différents types de conscience qui peuvent apporter certaines informations dont certaines personnes ont la faculté de se souvenir en phase de réveil. D'accord. Est-ce que tu vois quelqu'un en particulier? Non. D'accord. On va continuer et on aura bientôt fini avec les questions. Donc c'est la 15e. Y a-t-il des différences entre les rêves des bébés, enfants, et les rêves des adultes? Oui, non ou en partie? Oui. Oui, parce que le bébé pendant les phases de rêve, il aura cette possibilité, enfin non, même cette capacité qui lui est encore donnée pendant plusieurs années après sa naissance, de pouvoir se reconnecter à ses vies passées, de pouvoir se connecter à toutes ces énergies, à toutes ces consciences avec qui il a été interconnecté
dans ses vies d'avant, Ok. dans ses vies passées, et que Intéressant. progressivement, le temps et le cheminement dans la vie matérielle va lui faire oublier. Donc oui, oui, c'est vraiment très, très présent Hmm, dans la vie onirique des tout petits. d'accord. Tu vois autre chose? Tu vois la différence entre un bébé et un adulte? Ah oui, complètement, complètement. Déjà au niveau des énergies subtiles qu'il, qui, s- qu'il, qui se matérialisent autour de sa partie éthérique, au niveau des couleurs, euh, et en fait, ces parties énergétiques, elle, elle capte encore toutes les informations des différents champs informationnels, des différentes vies, des différents êtres avec qui il a été connecté. Euh, et puis, progressivement, plus il chemine dans la matière, plus ces parties éthériques vont, pour certaines, se désagréger pour faire place à plus de matériel, à plus de, je sais pas comment l'expliquer, et en fait, ça va progressivement prendre le pas, comme ce qu'on appelle plus ou moins à la naissance le voile de l'oubli, mais en fait, c'est plus progressif que ce que l'on a l'habitude d'évoquer. D'habitude, on dit oui, voilà, à la naissance, il y a le voile de l'oubli qui se pose sur l'enfant, le fœtus. C'est plus, moi, ce que je vois, c'est que c'est plus progressif en fait. D'accord. Ce que tu vois à partir d'un fœtus? Non, non, d'un enfant. Enfin, je vois les différents stades en fait. D'accord. Euh, Bébé puis enfant, c'est ça? oui, c'est ça. Et qui est plus il avance dans la vie, plus il va se déconnecter de toutes ces parties. Alors pas tous, bien sûr, il y a des enfants qui auront cette capacité parce que de conserver ces facultés et de les entretenir et de les développer. Mais c'est vraiment pas la majorité, vraiment pas. Et cette faculté, si elle peut perdurer dans le temps, c'est qu'elle aura été déterminée avant l'incarnation dans cette vie physique. Et donc Intéressant. pour cela, il faut vraiment, vraiment que la conscience qui va venir s'incarner soit issue d'un d'un collectif de conscience très élevé. D'accord. Comment tu te sens? Très bien. Tu veux bien te tourner vers la caméra? Je, je suis où là? En fait, ton siège s'est tourné sur la partie droite, de revenir légèrement Ah, sur la pardon. partie gauche. Ça Excuse-moi. y est, tu es en face. C'est bien. On a terminé, on a exploré toutes les questions. Maintenant, on va explorer la partie libre. Donc, on va revenir sur ce qui a été, sur ce qui a été dit. Reprenons au début en état de rêve. Donc, tu dis qu'on réagit aux stimuli sensoriels. Oui. Peux-tu me dire quelque chose de plus si tu te connectes à quelqu'un qui est en état de rêve? Oui, que alors attends, j'appelle quelqu'un. On est Donc d'accord qu'il oui, est en phase de sommeil. oui, oui. En fait, toutes les parties sensorielles, toutes les facultés sensorielles du corps physique
sont conservées durant la phase de rêve, hein, pendant le sommeil profond. Et donc, euh, ce sont les seules parties du corps physique qui sont conservées au niveau sensible, au niveau et même de manière plus développée encore, quoi. Elles sont comme si elles s'étaient ouvertes. Voilà, elles sont décuplées en fait. Décuplé. Si tu dois mettre un temps, combien de temps un corps physique entre en état de sommeil profond? Et alors c'est des phases, hein. Il faut être en état, dans cet état de phase, voilà, le sommeil profond. C'est toutes les heures, toutes les 90 minutes, tu as une phase de sommeil profond qui peut, voilà, c'est comme, ça fait comme des ondes, c'est comme ondulatoire. Toutes les 90 minutes, tu as ce système d'ondes, enfin ondulatoire, pardon, qui te replonge à chaque fois dans une phase de sommeil profond. Alors, lorsque l'état de sommeil profond, hein, en état gamma, diminue et que tu reviens en phase delta ou theta, Oui. le sommeil est plus léger, mais tu peux continuer pour la personne qui est en phase de rêve, elle est pas obligée de se réveiller, ça continue, quoi. Simplement, le, la partie, cette phase-là est juste diminuée. D'accord. Donc, ce que tu vois, c'est que le corps, il est complètement endormi. Complètement. Et détaché, détaché, on va dire. Oui, Tu vois détaché de la quoi? partie physique. De la partie physique. Je vois la même chose que lorsqu'un être réalise une OBE, quoi. D'accord. Que tu appelles l'état gamma? En état gamma, oui. Ça, c'est la phase de sommeil profond. Euh, donc ça c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément conscience. Ce sont des phases que tout le monde a dans dans leur temps d'endormissement, le temps du sommeil. Et, euh, et donc que certains peuvent provoquer avant l'endormissement ou même lorsqu'ils ont l'habitude de se détacher de leur corps physique pour expérimenter les sorties de corps. C'est comme en état de rêve, quoi. Sauf que la différence, c'est que la plupart du temps, les gens ne se souviennent pas de leur rêve. D'accord. Déconnecte-toi de la personne en question. Oui. Au niveau de la partie subtile, qu'est-ce que tu vois? Donc, tu dis que c'est la partie subtile, la partie suprasensible au niveau du corps. Qu'est-ce Alors, que tu peux rajouter là-dessus? la partie subtile, lorsqu'elle expérimente le rêve, donc la partie subtile, quand je dis partie subtile, c'est notre partie subliminale, on est d'accord. Qui se, qui a besoin d'être chargée de ces énergies subtiles pour expérimenter la phase de rêve de la même manière qu'elle expérimente des sorties hors du corps. Mais cette partie subliminale, on va rester sur le terme de partie subliminale, elle a la capacité de se dédoubler à volonté, de se, si elle le souhaite, d'être en même temps ici et là-bas, en même temps dans un endroit et dans un autre, et et de voir en même temps une situation et puis une autre au même moment, de manière simultanée. Donc, tu me dis que donc l'être a besoin d'être chargé.
oui, plus il sera chargé énergétiquement au niveau vibratoire, plus il aura la capacité d'expérimenter des dimensions lointaines, enfin, moins que lointaines, je préfère dire hautes et lumineuses. Voilà, hautement vibratoire et lumineuse. D'accord. Est-ce que tu vois que tout le monde a cette capacité ou tu vois qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout cette capacité et qui restent Encore, dans leur corps non, physique? tout le monde a cette capacité, mais la plupart des gens n'en ont absolument pas conscience, ne savent absolument pas comment cela fonctionne. Donc, en fait, c'est une question d'état de conscience, de niveau de Voilà, conscience. oui, tout à fait. Qu'en est-il au niveau des parties mentales, des parties émotionnelles? Comment réagit un être humain? Donc, en fait, lorsque le corps est endormi, Oui, il y a juste l'information au niveau sensoriel qui est transmise. C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau euh, des différents sens qui sont euh, qui qui se développent, enfin qui sont plus développés durant cette phase. C'est la même chose pour le corps émotionnel et le corps, tu m'as dit le corps mental, voilà. corps mental, oui. Oui, Donc, ce sont des parties qui sont activées, en fait. elles sont. En fait, il y a une transmission d'informations, mais qui n'est pas qui est ressentie. C'est au niveau de la sensation, si tu veux. Mm. De la L'information, elle est capacité de l'être humain, en fait. oui, Mm. l'information, elle est transmise au niveau sensation. Mm. Euh, qui sont vécues. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes, la plupart du temps, ne se souviennent pas. Bah, Parce que au niveau de l'imagerie mentale, il y a que, je vois pas grand-chose qui est transmis, sauf pendant mm. les rêves lucides ou alors lorsque la personne réussit à se souvenir de son rêve. Il faudrait pour cela que, à l'issue d'une phase de sommeil après un rêve, lorsque la personne se réveille, ça arrive souvent que des personnes se réveillent 2 ou 3 fois dans la nuit après un rêve, euh, qu'elles prennent quelques notes parce que la fac, la fa- le, la- les facultés mentales sont inhibées au moment quelques heures après le réveil. Euh, Moi, je vois que certains récepteurs sont inhibés à l'issue de la phase de réveil après un rêve, ce qui fait qu'on finit par l'oublier. D'accord. L'information n'est pas stockée ou voilà, c'est de l'information qui se disperse, qui n'est pas stockée dans le cerveau où ça devrait, sauf pour ce qui est du rêve lucide, hein, ou de la sortie de corps en état de conscience modifié, mais ou de conscience élargie, hein, mais pas pour les rêves classiques. D'accord. Donc, quand tu Ce qui dis nécessiterait, inhibé, tu peux approfondir? oui, je vois que certains récepteurs synaptiques au niveau du cerveau sont inhibés euh, par certaines molécules, certaines hormones, pour faire en sorte que l'information ne soit pas stockée. L'information n'est pas stockée parce qu'il n'y a Oui. pas une nécessité, parce que la- le corps mental et le corps émotionnel, il n'y a que Oui. l'information sensorielle Qui euh, reste? qui est transmise et très rarement l'information au niveau visuel. Et même si le corps mental et le corps émotionnel sont dans le ressenti, dans la sensation, Oui. euh, ça n'est pas retenu par le corps physique très rarement, en dehors des situations de rêve lucide et d'expériences de sortie de corps. D'accord. Donc, ce n'est pas stocké dans le cerveau, comme tu dis. Non. Mais
Il y Il a faudrait, d'autres, pour pouvoir le faire, il faudrait qu'au c'est en moment du fonction de la réveil, capacité oui, de la oui, c'est personne. ça. Oui, qu'elle en prenne note, qu'elle écrive Mm. ce qu'elle a rêvé quelque part Mm. pour que ça soit imprimé, engrammé au niveau du cerveau. D'accord. Donc, en fait, cet état-là, c'est différent d'une personne à l'autre en fonction de leur capacité Complètement. de mémoire. Pas de capacité de mémoire, non. Non. De, d'élévation du niveau de conscience. Oui, d'accord. Non, Plutôt. tout De le la monde prise, a la possibilité oui. de, au niveau de la De la... mémoire, si c'était fait en conscience, bien Mm. évidemment euh, que tout le monde pourrait le faire, bien sûr, oui. Et le stocker, le garder en mémoire. D'ailleurs, ça permettrait aux gens de s'élever beaucoup plus rapidement en conscience. Propre à chacun. Pardon? C'est propre à chacun. Oui, oui. Donc, je suis en train de voir donc s'il y a d'autres questions. Je rêve, dépend de la charge. Donc, c'est propre à chacun, effectivement. Est-ce qu'on peut revenir au niveau des chakras? Oui. Alors, on avait parlé du 6e et du 7e. Tu peux m'en dire plus pour les autres chakras? Oui, si tu veux, la notion de chakra, elle a été déterminée par des cultures très anciennes pour symboliser ces parties énergétiques euh, de nos corps subtils, en fait. Les chakras, c'est une, c'est un, c'est une partie énergétique constitue à différents endroits du corps physique. Mhm. Et donc, ils sont symbolisés avec tant de pétales, d'une certaine couleur en fonction de leur localisation, avec une certaine capacité et certaines fonctions spécifiques en fonction de leur localisation. Mais en réalité, ce sont des, ch- des réceptacles quelque part de champs énergétiques parce que ce sont à ces endroits que les énergies s'accumulent, sont concentrées pour ensuite être redistribuées aux organes physiques et aussi aux différentes parties subtiles. Et donc, elles sont caractérisées par cette forme, cette couleur, parce que c'est plus facile à retenir pour chacun. Mais en Mhm. réalité, elles fonctionnent tous à peu près de la même manière et cette énergie subtile, euh, ce champ, ce champ énergétique qu'on a la possibilité pour certains euh, de fluidifier, de remuer, de faire circuler surtout. C'est nous, en impulsant l'intention de le faire, Mhm. euh, qui avons cette capacité d'apporter l'information sur la simple volonté, sur la simple intention, sur notre capacité à créer, à, à organiser et à, à, à être les créateurs de du fonctionnement de nos énergies subtiles, à donner cette impulsion pour les faire circuler, pour les, en fait, si tu veux, pour revenir au chakra, c'est cette Oui, énergie qu'on est censé faire circuler, qu'on est censé faire pas s'élever, mais euh, à faire, lui permettre d'accumuler encore plus d'énergie pour s'élever encore plus haut au niveau vibratoire. mm, Cette énergie, on doit normalement avoir la capacité, sur la simple base de notre intention, de la fluidifier, de la faire circuler, parce que c'est cette énergie qui va apporter à chacune de nos cellules l'information qu'elle doit distribuer ensuite
au reste de notre corps, que ce soit le corps physique, le corps éthérique ou tous les autres corps subtils, qu'ils soient émotionnels, mentaux et autres, pour qu'ils restent en bonne santé. Au pluriel, le corps physique, mais également les corps subtils. Et donc, on doit pouvoir, lorsqu'on en a conscience, faire circuler cette énergie de la manière la plus fluide possible pour qu'elle alimente. Alors, on peut parler de chakras, mais ce sont des centres énergétiques qui accumulent l'énergie pour la redistribuer ensuite, alors pas uniquement à tous les organes, mais également à chacune de nos cellules pour faire transducteur d'informations, si tu veux, pour redistribuer l'information qu'elle aura captée dans le champ informationnel pour certains, hein, ou alors tout simplement pour apporter l'information qu'elles doivent rester en bonne santé, qu'elles doivent. Mais c'est surtout que si tu veux, pour revenir au chakra, puisque ce sont des centres énergétiques, il faut bien comprendre que lorsqu'on n'a pas conscience de leur fonction, ces champs énergétiques, ils peuvent aussi faire en sorte que l'énergie, elle s'accumule. Et si elle s'accumule trop, elle risque de se densifier et parfois de se cristalliser, n'alimentant plus les différentes cellules de notre corps. Qui dit cellules dit tous les organes physiques et chacun de nos muscles, chaque cellule de notre peau et de chaque partie de notre corps. Cette cristallisation, en fait, elle peut avoir des aspects négatifs parce qu'elle ne transmettra plus la bonne information pour que le corps reste en bonne santé. Et quelque part, c'est pour ça ce que tu visualises, Laurence, est-ce que c'est quelqu'un qui est en état de sommeil ou c'est quelqu'un non, c'est tout le monde. Son fonctionnement normal? Tout le monde. D'accord. Tu peux revenir sur la partie d'état de sommeil? Oui. Toujours par rapport au chakra. Donc, comme je disais, oui. Tu veux savoir en fait, on avait parlé du 6e et du 7e chakra. Oui. Donc, si tu pouvais regarder les autres chakras, le 5e, 4e. Oui. Tu veux savoir quoi? Mais comment ces chakras sont sollicités quand on est en état de rêve? Oui. Donc, en état de rêve, ces chakras, c'est pas qu'ils soient spécifiquement sollicités, c'est que en fonction de ce que tu vis dans ton rêve, par exemple, si tu vis une situation d'amour profond dans ton rêve, c'est plus le chakra du cœur qui va être sollicité parce que les ressentis par rapport à cette émotion-là qui sera vécue pendant le rêve, c'est plutôt celle-là qui sera sollicitée. Et parfois, oui, et alors si c'est plus une relation amoureuse, ça pourra être l'énergie qui est générée par le chakra du cœur et le chakra sacré. Si c'est plus une situation familiale, de visite d'un membre de ta famille, d'un défunt, ce sera plus peut-être le premier chakra, le chakra racine, mais pas forcément, pas uniquement. C'est surtout au niveau sensoriel qui peuvent être, parfois sollicités. Mais franchement, c'est surtout au niveau de la capacité de faire circuler les énergies et de la fluidifier, de les fluidifier pour qu'elles apportent les informations nécessaires en état de rêve, durant la phase de sommeil qui va être important. Durant un état de rêve, on a précisé à un moment donné le cauchemar. Qu'est-ce que tu vois? Quel est le chakra qui est sollicité? C'est plus des chakras qui sont cristallisés et qui induisent un niveau vibratoire trop bas qui va attirer dans
dans le rêve des formes de conscience qui vibrent sur le même plan. Mais les chakras sont pas liés au cauchemar, hein, rien à voir. Hein. D'accord, d'accord. En fait, c'est la partie émotionnelle qui fait que ça fait vibrer tel ou tel autre chakra. Pardon? C'est l'état émotionnel hein, vécu durant le rêve hein, qui fait que ça, que c'est tel ou tel chakra qui est Non, c'est pas ça. pas vraiment. Non. C'est le niveau vibratoire global de la personne lorsqu'il est trop bas. Lorsqu'il est trop bas parce que pour différentes conditions, pour différents c'est pas uniquement lié au chakra, hein, je veux dire évidemment que lorsque la personne a un taux vibratoire euh, trop bas, évidemment que les chakras sont impactés, c'est sûr, parce que certains peuvent être cristallisés, trop denses, Ouais. emmagasinant, ça bloque en fait, ça bloque la circulation de l'énergie dans De les autres parties. l'énergie. Oui, dans les autres parties, que ce soit les parties subtiles, mais également les parties physiques. Mais si tu veux, là, ce qui sera impliqué, c'est le fait d'attirer à soi comme un aimant des consciences qui vibrent sur un même plan. D'accord. Alors, et de là, la partie émotionnelle va être impactée et parfois mentale aussi, puisque en état de cauchemar, euh, Mm. voilà, l'information sur le ressenti, elle est communiquée effectivement à la partie émotionnelle et à la partie mentale. D'accord. Je t'ai encore retourné sur ta partie droite. Tu peux Pardon. revenir devant la Ah, caméra. oh, C'est excuse-moi. bon, tu es en phase. On va continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouverture de conscience. On a vu le troisième œil. Donc, il n'y a pas de lien durant un cauchemar. Donc, durant l'état de rêve, donc nos corps voyagent dans des parties dimensionnelles diverses. C'est bien ça. Oui, Et donc, tu vois que lorsqu'on est dans cette partie diverse, en parlant de corps subtil, le corps subtil a la capacité donc de protéger le corps physique. oui. Oui, enfin, oui, oui. Comme tu disais, qui fait bouclier. Oui, il faut le. En fait, on risque rien pendant le rêve. Non, Le fait de faire c'est la personne elle-même par son intention qui va organiser, générer telle ou telle forme de protection parce qu'elle le fera en conscience. On est des co-créateurs, des créateurs et des co-créateurs. Donc, ce n'est la- qu'un état. Mais on reste dans la partie physique, dans le corps physique. pendant le rêve, Oui. alors ça dépend qui reste dans la partie physique. En parlant de quelqu'un qui est en état de rêve, donc qui rêve, Mhm. encore, la personne reste dans son corps, ou voyage et quitte son corps. La partie subliminale quitte le corps. La partie subliminale quitte le corps. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Je n'ai plus de questions. Je pense qu'on est arrivé à la fin avec l'exploration. Je n'ai plus de questions à te poser. Donc, je vais te ramener à toi.
Tu vas remercier tous ceux qui nous ont permis d'investiguer sur le thème du rêve. C'est fait, oui. Super, merci. Donc, Laurence, maintenant, tu vas revenir et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras pleinement ici, dans le moment présent auquel je te parle. Tu te déconnectes de tout ce que tu as visualisé et de tous. 1. Tu reviens à ton corps, à tes propres énergies. 2. Tu sens dans ton corps de belles fréquences. Tu es calme et très heureuse. Tu peux bouger tes bras, tes jambes. Tu te sens particulièrement bien et en pleine forme pour attaquer ta journée. Toi, tranquille, tu peux ouvrir les yeux. Oh, comment ça va? Très bien, bonjour Dolores. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo.
dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni,
migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.